Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui à Paris, en l'an de grâce 2025, eh bien, il y a des éditions qui sont taguées, qui sont attaquées, qui sont saccagées quelquefois, notamment les très sérieuses presses universitaires de France. Oui, collage sauvage, féministe contre la propagande fasciste, féministe woke, fier, etc. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est pour un livre. Comment un livre ? Je croyais qu'un livre, on était en liberté d'expression, même les livres sur lesquels on n'est pas d'accord, eh bien, peuvent être publiés. Ah non, non, non. Et comment s'appelle ce livre ? Il s'appelle « Face à l'obscurantisme woke » et il a été écrit par Emmanuel Hénin, Pierre Vermeuren, l'historien, et la professeure de lettres Emmanuel Hénin, du linguiste Xavier Laurent Salvador, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour André. Alors, Xavier Laurent Salvador, c'est intéressant parce que votre livre, dès le départ, on en avait parlé d'ailleurs, il était prêt, à un moment donné, il devait paraître, ça y est, était fait, il était imprimé, etc. Mais l'éditeur a dit, ah non, non, il faut attendre un peu parce qu'il y a eu une levée de bouclier, parce que vous parliez de l'obscurantisme woke comme si c'était un péché contre l'esprit. Ben c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé et on a lancé sur nous une fatwa depuis le Collège de France. Patrick Boucheron, lors de l'occasion d'une journée qui s'appelait Stand Up for Science, quand même, c'était l'ironie. Stand Up for Science. Levons-nous pour défendre la science, et il en a profité pour appeler à la censure de notre ouvrage, ce qui a provoqué le recul de l'éditeur qui a dit ah ben non, on ne fera pas paraître votre livre. Et d'ailleurs, il a tout de suite donné des gages en prévenant d'abord Libération et le Nouvel Obs, puisque nous avons appris, nous, 2 heures après, que le livre ne paraîtrait sans doute pas. Ouais. Fort heureusement, en France, on ne censure pas un livre impunément et on peut s'enorgueillir d'avoir une nation de culture. Et finalement, le livre est paru. Et voilà. Paru, et il faut le dire, il marche très bien. Et il marche très bien. Il s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires pour un livre quand même de chercheur, qui n'est pas un livre facile, je le dis. Je l'ai parcouru, je ne l'ai pas lu entièrement, il fait 600 pages, mais je vais le lire, il est passionnant. Je vous le recommande, parce que vous avez quand même, je cite, vous avez Sami Biazoni, Nathalie Haynick, Florence Bergeau-Blaclair, René Frégosi, Pierre-André Taguieff, Samuel Fitoussi, enfin, vous êtes, je crois, 27 à avoir travaillé. On est 26 auteurs à avoir travaillé, c'est un véritable ouvrage universitaire. Certains s'attendent à lire une espèce de pamphlet. Enfin, c'était pas du tout l'esprit. Nous travaillons selon des méthodes académiques. Nous documentons la montée de cet obscurantisme au sein de l'université de manière très traditionnelle, enfin pour un universitaire. Donc il y a des notes dans cet ouvrage. Alors justement, voilà. Franck-Xavier, parlons du fond. Quand vous parlez obscurantisme woke, alors pourquoi obscurantisme ? Alors le mot important effectivement c'est obscurantisme. L'éditeur qui nous avait passé les commandes de l'ouvrage quand même à l'origine, lui voulait manifeste contre le wokisme, enfin quelque chose de très frontal. Et nous avions quand même infléchi un peu en disant non, enfin il travaillait sur la question de l'obscurantisme qui fait référence quand même à l'esprit voltairien. Vous savez, c'est la grande dénonciation, voilà, dans l'esprit des Lumières du dévoiement de la science en réalité au nom d'une idéologie dans le meilleur des cas, ou en tout cas au nom d'une espèce de nouvelle religion. Qui n'a rien à voir avec la science. Qui n'a rien à voir avec la science, qui n'a rien à voir avec la vérité, et qui est tout à voir avec le bien. Et cette mise sous tutelle de la science, sous l'autorité de la morale, aboutit finalement à quelque chose de très obscurantiste. C'est-à-dire, on s'interdit dans la science, on s'autocensure, on se censure pour voir la réalité différemment de la façon dont elle devrait être observée. Alors, il y a des exemples, enfin, ça commence alors justement à se voir. Alors justement, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce qu'il y a justement dans ce livre, quand vous parlez d'obscurantisme? Donnez-nous 2 ou 3 exemples, il y en a beaucoup, et encore une fois, je renvoie au livre, vraiment, d'exemples de quelque chose qui consiste, au nom, soi-disant, du bien, au nom de, soi-disant, de l'avancée, etc., de l'égalitarisme et autres, de dire n'importe quoi. De dire n'importe quoi. On peut commencer peut-être par quelque chose de très frontal. Ce sont les sciences dures qui commencent à être touchées par ce phénomène. On a deux oncologues qui témoignent dans l'ouvrage et qui documentent cet obscurantisme dans la cancérologie et dans l'oncologie. Joseph Ciccolini et Andreas Bick-Falvik ont fait un excellent travail. Typiquement, Joseph Ciccolini aborde la question de la révision racialiste des corpus de patients au sein des études médicales. C'est-à-dire qu'il y a... Ça veut dire très clairement que aujourd'hui, dans les parcours de soins, il y a une prime accordée dans les études en oncologie au parcours de soins
avec un angle, avec un prisme racialisé. On tire du comptage des populations, des conclusions sur le racisme qui aboutirait, par exemple, à ce que des populations soient plus malades que d'autres, et à faire du racisme systémique la raison pour laquelle certains parcours de soins aboutiraient à des diagnostics tardifs ou à de la maladie. Oui, parce que on a méprisé ces gens-là et on ne les a pas traités. Exactement. Comme il fallait. Pas parce qu'ils seraient, je sais pas, pauvres. Analyse de classe, par exemple, ou analyse biologique, parce que la drépanocytose, par exemple, à l'hôpital Mondor, à Créteil, toucherait plus certains groupes de population que d'autres. Non. On accordera une prime à une révision au nom de la démonstration du racisme systémique. D'ailleurs, la France est un pays raciste systémique, disent ces gens. Bon, alors c'est même plus grave que ça. C'est tout l'Occident en fait est victime de racisme systémique, ce qui aboutit d'ailleurs à des délires, enfin en réalité, puisque ces gens-là ne luttent plus contre les racistes, mais ils luttent contre un racisme. On en est presque à penser que les racistes eux-mêmes seraient victimes du racisme systémique dont la France ou l'Occident serait coupable. Vous voyez, c'est ça la révision de la réalité. C'est quand on a un présupposé idéologique ou théorique qui force toute une science. Et on fait rentrer tout là-dedans. Et on fait rentrer tout là-dedans. Et c'est quelque chose qu'on va voir, par exemple, dans les analyses en littérature. C'est ce qu'on va retrouver sur la réécriture des vies de saints au Moyen-Âge. Deux exemples précis. Typiquement, les analyses des vies de saints au Moyen-Âge au prisme de la lecture queer ou transgenre. Existe-t-il une sainteté transgenre ou une sainteté queer au Moyen-Âge ? Ah d'accord. Oui, on regarde s'il y a des saints transgenres ou des saints queer. Alors je dirais même à l'inverse, on regarde s'il n'y a pas des queers saints ou des transgenres saints. Et en faisant d'ailleurs de la question de la transsexualité ou de la transidentité un enjeu majeur pour le Moyen-Âge. Il y a une archéologie du genre qui va par exemple, alors on connaît l'exemple de la tombe des Vikings, de la tombe de Vista, où on essaye justement d'analyser le squelette pour prouver à tout prix que ce squelette est un squelette d'une personne transgenre. Il y a un excellent article que nous avons publié pour démonter un peu cette mystification, mais on voit apparaître effectivement ce problème aussi dans l'université. On révise l'histoire à l'aune de ce type d'analyse. Et ça va très loin, François-Xavier Salvador, parce que par exemple, en fait, une science dure, et Dieu sait, la biologie, elle est niée par les woke. Alors c'est il n'y a pas de biologie. Alors là on a on a dans l'ouvrage, vous savez, Leonardo Orlando qui enseignait le darwinisme au sein d'une école de sociologie à Sciences Po, à Sciences Po Reims, sur le campus de Sciences Po Reims, qui avait été interdit d'enseignement parce que lui justement prétendait enseigner le darwinisme et donc l'évolution sur le campus, ce qui avait profondément déplu à la nomenclature en place et qui avait abouti à ce que son cours soit éliminé. Ça peut se comprendre si on veut bien comprendre que nous sommes dans une société du tout culture en réalité. C'est-à-dire qu'il suffit d'affirmer ce que l'on croit que l'on est. Vous voulez dire du rien culture? Alors si vous voulez, du rien culture, absolument. Mais c'est ça, mais c'est la prime accordée. Enfin, vous voyez, je pense qu'il y a justement un équilibre à trouver entre le tout biologique, qui est extrêmement dangereux sans doute, et le tout culturel que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes là à un moment où le pendule est poussé à l'extrême du côté du tout culture. Je suis ce que je veux. Un loup, une table, un homme, une femme, ce que je veux être. Et cette morale aboutit à mettre la science au pas. Et c'est ce que nous dénonçons comme un obscurantisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre toute la science au pas, sous prétexte de mots-clés idéologiques qui viendraient confirmer une vision de la réalité. Et je pense que vos auditeurs sont suffisamment malins pour comprendre que ce qu'on appelle réalité aujourd'hui, ce que la science essaye d'appuyer comme une réalité, juste derrière, il y a la politique. C'est-à-dire que lorsque la politique commence à s'appuyer sur la science pour dire qu'elle a raison, et quand la science n'a plus pour objectif que de dire que le politique a raison, on assiste à quelque chose de très dangereux. Et quand on voit, d'ailleurs on va en parler, que d'ailleurs on l'a vu, si vous dites que ce soit en Amérique ou ailleurs, qu'il y a un homme et une femme et basta, vous êtes le dernier des derniers. Mais en France aussi. En France aussi, on a l'exemple d'un collègue, c'est arrivé il y a 2 mois, qui est passé donc au CNESER, qui est la chambre disciplinaire de l'université au niveau national, et qui a donc été puni de 2 ans sans salaire et exclu du campus de son université dans le sud-est de la France, parce que c'est un psychologue qui a dit dans ses cours notamment que la gestion du trauma en psychologie n'était pas la même pour les hommes et les femmes. Et ça a abouti à une dénonciation. Et il a été privé de salaire pendant 2 ans. De salaire. Oui, pendant 2 ans. C'est assez effrayant. Donc tout ça n'arrive pas qu'aux États-Unis. Et moi, je préside cette association d'universitaires qui s'appelle l'Observatoire du décolonialisme. Et nous sommes régulièrement sollicités par des collègues qui sont en difficulté
et qui sont mis en difficulté par leur université, justement, du fait qu'ils n'ont pas forcément ni l'attitude ni le discours qui va dans le sens de cette nouvelle morale. Mais alors c'est intéressant et on va en parler après cette toute petite pause. François-Xavier Salvador, il y a quand même une chape de plomb dans l'université qui s'est abattue là-dessus. Enfin, sans exagérer, mais quand même, il y a quelque chose qui est là. Mais bien sûr, c'est lié à la sociologie de l'université elle-même, c'est lié au fonctionnement administratif de l'université, au financement porté par l'Europe. Une chape de plomb, oui, sans doute. Enfin, en tout cas, il y a une autocensure ou une censure qui s'exerce dans l'université de manière plus ou moins affirmée, mais qui aboutit à ce désastre. On va continuer d'en parler et de voir un peu comment on peut résister. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Après cette petite pause, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Alors, si vous voulez savoir ce qu'est l'obscurantisme woke, d'abord lisez ce livre, Face à l'obscurantisme woke, de Xavier Laurent Salvador, d'Emmanuel Hénin et de Pierre Vermeuren, bien sûr. Et alors, je vais vous citer quelque chose, Xavier Laurent Salvador, je vais y arriver. Emmanuel Hénin, alors voilà par exemple, je vous dis, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio, quelques sujets de recherche, subventionnés bien sûr, qui sont traités à l'université, que des étudiants présentent, avec des directeurs de recherche. Musicologie gay, lesbienne et queer. Musicologie, donc il y a une musicologie gay, lesbienne et queer. Moi je croyais qu'il y avait des musicologies, non. Hétéronormativité dans les sources, représentation et transgression de l'injonction hétérosexuelle. Évidemment, nous rappelons que le grand coupable, c'est le mâle hétérosexuel blanc. Alors lui, il faut le supprimer, c'est clair. On est encore là pour quelque temps, mais je ne sais pas combien de temps. Et puis il y a contre-jeu, JE, genre et énonciation minoritaire en littérature. Passionnant tout ça. Oh, c'est passionnant. Mais ce qui nous inquiète, c'est que cette grille de lecture morale, par engendre une glose infinie, parce que là, on pourrait passer 2 heures à essayer de comprendre ce qui vient d'être lu. D'ailleurs, vous avez fait un tableau, on en reparlera, un rapport sur rien que l'énoncé des thèses est extraordinaire. Exactement. Nous, tous les ans, on publie un rapport, qui est ici, là, le rapport sur la pénétration des idéologies identitaires, où on ne fait que documenter ce phénomène un peu de verbiage, de coq à l'âne, en réalité, qui pénètre un peu dans tous les secteurs. Mais le problème, c'est que cette grille de lecture, qui part, si vous voulez, d'axiomes invérifiables, infalsifiables. Est-ce que, qui disent le racisme est systémique, la femme est une victime opprimée, la majorité c'est mal, la critique de la norme. D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes et les hommes, il y a un autre sexe, il y a d'autres sexes, etc. Mais tout ça pourrait être discuté, si vous voulez. Enfin, dans le monde aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes, mais l'homme est dominant. Donc toutes ces structures de domination qui sont dénoncées dans ces sociologies, qui découlent soit des théories du genre, soit de la théorie critique de la race, parce qu'on en arrive quand même dans notre université à ce que le mot race soit réhabilité, ce qui est quand même invraisemblable. Et on en arrive à ce que tous ces mots-là deviennent des grilles de lecture dans toutes les disciplines de l'université. Et c'est ça le problème. C'est pas que ces gens-là fassent des études sur ce qui les amuse. Enfin, très bien, parfait. Mais c'est que ça devienne une grille de lecture présupposée. Alors justement, et on voit à quel point ça envahit. Mais qu'est-ce qui a fait cette invasion? Parce que je voudrais qu'on parle de ça, de l'économie. Parce que quand même, une étude, ça doit être subventionné, financé, etc. Et l'Europe joue un rôle pas du tout négligeable là-dedans. Un rôle fondamental. Alors, absolument. Je pense que si aujourd'hui on se pose la question de savoir comment on lutte contre ça, oui, c'est le motif économique qui devient extrêmement intéressant. Si vos auditeurs se demandent aujourd'hui qui gère la recherche, qui pilote la recherche en France aujourd'hui, peut-être que vos auditeurs pensent que c'est le gouvernement ou l'État, voire le ministre. Pas du tout. La France a abdiqué totalement la gestion de la recherche et l'a déléguée à l'Europe. La France donne beaucoup d'argent. C'est hallucinant. Vous voulez dire que la France, c'est-à-dire que ceux qui dirigent la recherche, c'est l'Union européenne. Directement. La France verse au pot commun 17 milliards tous les ans de l'Europe et délègue à l'Europe le soin de piloter la recherche par incitation. Alors piloter la recherche, c'est compliqué parce que vous ne pouvez pas donner des ordres. Mais il y a des sujets importants. Le nucléaire, l'oncologie, la linguistique médiévale. Quand même.
même, des sujets extrêmement passionnants, mais qui méritent d'être financés, j'en profite. Mais là, c'est l'Europe qui décide. Alors comment elle fait l'Europe? Elle ne peut pas décider de mettre de l'argent sur queer et BDSM communautaire, mais elle va créer des filières incitatives. C'est-à-dire, vous pouvez rester dans votre université et ne rien toucher, comme certains collègues en pharmacie qui touchent 500 € par an pour faire vivre une chaire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 500 € par an? Vous ne financez pas une thèse de doctorat, vous financez même pas un billet de train. Comment je fais pour avoir un peu de manne céleste européenne? Alors, je me tourne vers l'Europe et je regarde les tuyaux dans lesquels je peux m'inscrire. Et là, je vois dans ces tuyaux des mots-clés qui découlent de cette vision anglo-saxonne du monde, dans laquelle je vais retrouver tous ces termes du wokisme tels qu'on les décrit dans le livre. Lisez le livre. Et je vais dire, moi, je vais candidater. Alors, je vais pas travailler sur l'écriture littéraire de Proust, mais je vais travailler sur gender fluid, queerisme et Proust. Et là, si je le fais, l'Europe peut éventuellement me donner 4 millions. Vous voulez dire, si par exemple je fais, qu'y a-t-il de queer dans la recherche du temps perdu? Là, par le coup, je rentre dans les mots-clés d'une certaine vision de la société, de la sociologie, de la littérature. Et à ce moment-là, l'Europe examinera mon dossier et donc je pourrai obtenir jusqu'à 4 millions d'euros de financement. 500 €, 4 millions. On ne peut pas blâmer nos collègues. Je veux dire, la pauvreté de l'université aujourd'hui. Enfin, moi, je viens d'une université de banlieue. J'enseigne à Paris 13, à Villetaneuse. Je veux dire, on enseigne avec la craie sur des tableaux en ardoise. Dans des préfabriqués. Oui, voilà. Donc, si vous voulez, on peut pas en vouloir aux collègues de se mettre au pas naturellement de la politique européenne. Sauf qu'on est obligé de passer. En fait, c'est presque l'algorithme qui décide. Alors, c'est presque un algorithme bureaucratique. Alors, presque parce qu'en fait, ce sont des gens. Et ce qu'on disait un peu avant l'émission, mais je crois que c'est important de le dire, la France, depuis 15 ans à peu près qu'elle est rentrée dans ce système-là, les horizons 2020-2025, c'est le nom des projets, des appels à projets, n'a jamais délégué de Français pour l'évaluation des projets de recherche. Oui, ça c'est extraordinaire. Il n'y a pas un Français dans ces évaluations, c'est au niveau de l'Europe. De l'Europe. Tout est anglo-saxonisé. Et donc ça explique, si vous voulez, que 10 ans après, aujourd'hui, quand on regarde le paysage des disciplines dans l'université, vous savez, les disciplines, les gens pensent que c'est un truc corporatiste de profs d'université. Mais les disciplines, c'est la façon dont nous tous, dans la société française, on se représente la tête d'un adulte bien construit à 20 ans. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans la tête d'un gamin entre 16 et 20 ans? Est-ce qu'on lui met de la linguistique française, de la littérature, des mathématiques, des sciences? Ou est-ce qu'on lui met de la magie, du wokisme et de la littérature genderfluide, etc., etc. Oui. Et dans les disciplines, des disciplines universitaires dépendent les disciplines des collèges et lycées. Bien sûr. On ne peut pas s'étonner, si vous voulez, que depuis que ce système existe et que ce financement fonctionne, l'université, la cartographie, ce qu'on appelle, un mot savant, on me le reproche souvent, mais comme ça vos auditeurs le connaîtront, c'est l'épistémologie, la configuration des disciplines. Elle se reconfigure en fonction de cette vision anglo-saxonne du monde. Et nos collègues s'agrègent, et maintenant ils ne veulent plus des disciplines universitaires, celles qui président à l'université, ils se reconfigurent en studies. Et donc ces studies, en fait, ce sont les disciplines transversales qui se reconfigurent sur le modèle anglo-saxon. Et rappelez-vous, à la Sorbonne, c'est intéressant quand même, et moi je suis tout à fait de ce point de vue bilingue et même citoyen du monde, mais enfin, que à la Sorbonne ce soit Stand Up for Science, on ne trouve pas l'équivalent français de Stand Up for Science, c'est quand même intéressant. Et dernière chose quand même, et encore une fois je renvoie vraiment au livre, lisez-le, ce face à l'obscurantisme woke, parce que ça fait partie des entreprises, il faut le dire, un peu, je ne sais pas si on peut dire lobotomisation, c'est peut-être exagéré, mais enfin quand même, il y a quelque chose d'assez choquant dans le fait que, au fond, c'est la magie qui remplace la science quelque part. C'est le cas. C'est le cas en Angleterre. Il y a des chaires de magie. C'est bien le problème. L'université a toujours considéré la magie comme une technique. Je veux dire, moi-même, j'ai écrit des livres sur la magie. Je veux dire, la magie, ça s'observe, mais ça s'enseigne pas. Il n'y a pas de chaire de magie à l'université. Le problème, c'est que maintenant, la magie est une science. Maintenant, il y en a. Et en écriture inclusive, s'il vous plaît, bien sûr. Évidemment, en écriture inclusive, parce que sinon, on n'est pas respectueux du code moral qui s'installe dans l'université et dans la recherche. C'est ça le problème. C'est intéressant. Voilà, l'université devient morale. Nietzsche parlait de moraline et il ne se trompait pas. Et le mot woke témoigne vraiment de ça. C'est-à-dire que moi, je répète souvent que le wokisme n'est pas on nous oppose souvent l'idée que l'université, ça a toujours été un lieu politique. Alors, d'abord, les gens qui nous disent ça, les élites politiques de la France d'aujourd'hui n'ont jamais fréquenté l'université. Ça, il faut quand même le rappeler. On a en charge 60% de la jeunesse française. Les élites politiques ne savent pas ce que c'est que l'université. Alors on vient nous dire, mais l'université, ça a toujours été ce truc politisé, les maoïstes, les marxistes, etc. Mais le problème, c'est que, pardon, mais pour être maoïste, il faut avoir lu Mao. Pour être marxiste, il faut avoir lu Marx.
pour être woke, faut pas avoir lu woke. Et les gens nous disent, ah mais c'est la French Theory, c'est Derrida, c'est Foucault. Oui, enfin, d'une certaine façon. On aimerait bien que la jeunesse dans nos amphithéâtres ait lu Foucault, Derrida, Deleuze, Co. C'est pas le cas. Et pourquoi ça marche ? Parce que c'est tellement simple, cette pensée du bien et de la morale, que ça vous fournit très vite des mots simples pour avoir une pensée construite. Non, et surtout, ça remplace la science. C'est compliqué, la science. C'est emmerdant, c'est difficile, il faut prendre son temps. La science, c'est la vérité, la morale, c'est le bien. Pendant longtemps, la morale a présidé. Je veux dire, il existe en France une académie des sciences morales que Guizot avait ouverte en 1848. On n'a rien contre. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand la morale n'est plus que le seul objet, prend le pas, ça devient une glose infinie. On en revient à l'université médiévale. Xavier Laurent Salvador, je rappelle que vous êtes maître de conférence en linguistique médiévale. Ça ne vous empêche pas de vous dire que la linguistique médiévale, c'était pas le queer qui présidait. Pas tout à fait. C'est ça. Merci beaucoup et je rappelle, moi qui vous remercie. Lisez-le, vraiment lisez-le, prenez le temps face à l'obscurantisme woke aux presses universitaires de France, qu'on félicite pour leur courage rétroactif. Merci.